Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Datapéro qui va aujourd'hui traiter d'un sujet qui vous intéresse tous, qui est l'IA générative. Alors, l'IA générative, tout le monde entend parler, depuis l'arrivée de ChatGPT, tout le monde s'affole, et notamment dans les PME et les ETI qu'on côtoie au quotidien, les sujets data sont passés pour la plupart en arrière-plan et maintenant on parle d'IA générative, comment améliorer mes processus métiers, comment changer la donne avec ce nouveau format d'intelligence artificielle qui bouleverse un peu les codes de ce qu'on pouvait voir jusqu'à maintenant. Alors pour autant, l'IA générative, ce n'est pas toute l'IA, alors on ne parlera pas des autres méthodes aujourd'hui, le machine learning, le deep learning, et on se concentrera sur le sujet de l'IA générative. Et puis pour rappel, le Datapéro a aussi pour vocation de vulgariser, de vous permettre d'accéder à ces sujets sans forcément rentrer de manière très détaillée dans les sujets techniques et de permettre à des PME et des ETI d'embarquer sur ces enjeux d'exploitation des données et des usages de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités. Alors, pour changer, ce ne sont pas des invités clients, puisqu'on a l'habitude d'inviter nos clients. Et aujourd'hui, ce sont Camille Morellon, qui se présentera juste après, et Luc Morette. Alors, avant de vous présenter, je commencerai par une petite boutade. Alors, est-ce que l'IA gêne au final? Et qui est-ce qu'elle pourrait gêner? Et pourquoi elle gênerait au final? Moi, je pense qu'elle gêne pas l'IA. Je pense qu'on en a besoin. C'est un véritable outil qui permet d'accélérer dans toutes les entreprises. Il y a des cas d'usage à foison. On fait qu'en découvrir au fur et à mesure qu'on développe et qu'on tire sur la pelote de laine. Donc non, il y a pas de gêne avec l'IA. Par contre, il y a des règles pour l'utiliser correctement et de manière responsable, mais il n'y a pas de gêne. D'accord. Et toi, Camille, t'en penses Je quoi? dirais qu'il y a pas de gêne aussi, mais je dirais que l'IA gratte parce que on voit que ça bouge en ce moment beaucoup dans les entreprises, elles se posent beaucoup de questions, ça remue beaucoup et donc ça gratte puisque qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire avec l'IA? Super. Alors aujourd'hui, peut-être que nos auditeurs se posent la question, en quoi vous êtes pertinent sur cette thématique? Je vous inviterai à vous présenter tous les deux. On va commencer par toi, Camille. Oui, alors, Camille Morellan, je suis directrice data chez Datasulting, donc je pilote un certain nombre diverses, missions, projets data pour nos clients. Je m'occupe également de la formation parce que la data, c'est pas que de la tech, c'est aussi des hommes qu'il faut accompagner dans ces projets. Et je m'occupe et je vous mettrai quelques petites touches aujourd'hui de l'Observatoire de la maturité data des entreprises qui nous permet de mieux comprendre ce que font les PME et ETI avec la data et puis du coup avec l'IA aussi. Et ça permet aux entreprises d'évaluer aussi leur maturité data. Très bien. Et toi, Luc? Et moi, tout simplement, je suis consultant data et référent IA générative chez Datasulting. Je suis arrivé très récemment en fait pour renforcer les équipes de Datasulting sur toutes ces problématiques d'accompagnement des entreprises PME ETI sur les questions d'IA générative. J'ai un background de chimiste à l'origine, hein. Je suis chémo-informaticien. J'ai commencé ma carrière dans un grand laboratoire pharmaceutique français, qu'on ne citera pas. Et puis, en tant que data scientist initialement, et puis ensuite, j'ai passé 10 ans dans une toute petite entreprise où on faisait des solutions d'aide à la prise de décision assistées par intelligence artificielle, donc beaucoup de machine learning. Et puis, donc, comme je le disais, plus récemment, j'ai rejoint Datasulting pour adresser toutes ces problématiques d'IA générative. Super. Alors, ce que je trouvais intéressant et pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, alors déjà, on est dans la même entreprise. Donc, je le rappelle, hein, moi, je suis le président de la société Datasulting et à l'occasion animateur de ces Datapéros et ça me plaît beaucoup. Non, pourquoi je vous ai aussi invité, c'est parce que vous n'avez pas des profils ou des parcours typiques de data analyst, data ingénieur ou data scientist. Vous avez un parcours riche et donc vous êtes passé par des enjeux métiers, vous êtes passé par des enjeux qui ne sont pas forcément liés directement à l'intelligence artificielle. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'était votre prise de hauteur et le recul que vous pouvez avoir sur ces thématiques, parce qu'on va parler bien entendu de l'IA générative, ce qu'elle peut apporter, mais aussi les risques à avoir en tête et quelque part la manière dont les métiers dans les entreprises pourraient avoir à aborder ces sujets, et donc en conscience de ce que ça peut apporter, mais également des risques que ça peut également mettre en exergue. Donc je commencerai par une première question pour toi, Camille. Euh, Est-ce que tu as des retours terrain aujourd'hui, puisqu'on travaille beaucoup avec des PME, des ETI, mais tu as également en charge de l'observatoire, est-ce que tu as des retours à nous partager sur ces usages de l'intelligence artificielle générative, j'entends?
Alors d'abord, le retour, de l'observatoire. Aujourd'hui, c'est seulement 3 des PME et ETI qui ont déployé des solutions d'IA générative, donc c'est très peu, mais attention, ces chiffres sont à prendre, avec des pincettes parce qu'on voit que ça bouge très vite. Donc on attend les chiffres de l'année prochaine, on est bien curieux de voir comment ça va évoluer et on a une PME sur 2 qui a la volonté de déployer, des solutions dans les 12 mois à venir. Donc ça va bouger et on le voit aussi sur le terrain, chez nos clients qui viennent nous voir tous avec des questions sur l'IA: «Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois y aller ou pas?» Si on parle souvent de maturité, avec les entreprises, est-ce que ça, on en parle avec les entreprises qu'on côtoie? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur pose la question de maturité? Est-ce que vous êtes assez mature pour vous lancer? On parle souvent, on a une cliente qui dit souvent: «N'essayez de pas de faire du hors d'air tant que vous n'avez pas fait vos fondations», si on doit faire le parallèle avec une maison. Est-ce que ça, c'est un sujet, récurrent? C'est-à-dire qu'on se pose la question de la maturité de l'entreprise? Alors nous, on ne traite pas, l'IA, toute seule, dans son coin. On la traite conjointement avec, les problématiques data. Donc quand on fait des diagnostics, enfin on discute avec l'entreprise de sa maturité. On discute de sa maturité au global, data et IA pour voir si de toute façon, c'est des sujets qui sont liés, hein, pas d'IA sans data. Ah oui, Tu confirmeras? ah oui, je confirme. Pardon. Donc on a besoin, de parler de tous ces sujets et de voir s'ils sont matures déjà sur la data, effectivement, pour voir si on embraye avec l'IA ou pas. Donc j'entends avec les chiffres que tu donnes qu'il y a de l'envie, donc il y a plein de boîtes qui veulent se lancer. Enfin, moi je le constate aussi, on est contacté à peu près toutes les semaines par des entreprises qui veulent faire de l'IA générative dans leur métier. Le pourquoi, des fois, il est un petit peu obscur, il faut aller le chercher. Et pour toi, Luc, c'est quoi les freins qu'on pourra rencontrer avec ces entreprises-là avant de se lancer ou au Alors démarrage? ouais, effectivement, on rencontre aussi des freins du côté des entreprises sur l'appropriation de ces solutions basées sur l'IA générative. Alors le premier frein, évidemment, c'est celui qui est lié à l'apport d'une nouvelle technologie inconnue qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas bien. Et donc effectivement, là-dessus, il y a un premier frein naturel, hein. Quand on aborde quelque chose qu'on ne connaît pas, on a toujours tendance à y aller à tâtons. Le deuxième frein, c'est le coût que va entraîner le développement, l'exploitation et l'administration de ces solutions d'IA générative. Donc ça, c'est à pas négliger, et notamment pour les PME ETI, c'est un véritable enjeu, ces solutions, enfin la mise en place de ces solutions d'IA, le coût qu'elles génèrent. Le troisième point, c'est qui dit nouvelle technologie, dit aussi potentiellement de nouvelles compétences, voire même nouveaux métiers à intégrer pour pouvoir toujours administrer et gérer ces solutions basées sur l'IA générative. Et donc, il y a une nécessité de s'assurer qu'on dispose bien des ressources pour pouvoir tout simplement mettre en œuvre ces solutions d'IA. Le dernier point, et c'est celui qui est le plus flagrant et celui qui revient le plus souvent, c'est évidemment toute la problématique de sécurité des données. Qui dit IA générative, qui dit IA de manière générale, et Camille le soulignait juste précédemment, on fait pas d'IA sans data, donc il faut de la data. La data, c'est le trésor des entreprises. Et donc, comme un trésor, on a tendance à le garder bien caché dans son coffre-fort, et on a bien raison. Pour autant, si on veut pouvoir utiliser des systèmes d'IA et des systèmes d'IA générative également, on va avoir besoin de mettre à disposition ces données auprès de modèles. Et donc, se pose la question de où est-ce que vont partir ces modèles? Est-ce qu'elles risquent, ces données, pardon, est-ce qu'elles risquent de se retrouver dans des jeux d'entraînement de modèles par la suite? Donc, il y a toutes ces problématiques-là qu'il faut adresser et qui constituent effectivement des freins Oui, pour le parce que, déploiement des solutions. en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, souvent on a ce cas de figure où les boîtes se disent: «Je vais utiliser ChatGPT pour répondre à ce cas d'usage et je vais balancer tous mes documents, dans le moteur, de GPT d'ailleurs». Ouais. Et du coup, ça va faire le job. Sauf que on se pose souvent la question: d'où vont ces données? Oui. Qui va pouvoir les exploiter? Est-ce qu'on veut vraiment donner l'ensemble de son trésor d'entreprise à une boîte qui est peut-être aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où, et plutôt que d'essayer nous de maîtriser? Alors ça n'empêche pas que les modèles puissent être réutilisés, mais là du coup il y a une vraie réflexion sur comment on construit ça pour d'un côté sécuriser et de l'autre côté exploiter ces modèles qui vont permettre de répondre à ces cas Exactement. d'usage. On peut faire des choses qui garantissent la sécurité des données. On le fait aujourd'hui, ça s'adresse très bien. Pour autant, effectivement, il s'agit d'avoir une vraie réflexion, de mener une vraie réflexion et de construire une véritable architecture pour l'exploitation de ces solutions d'IA. Ouais. Alors du coup, moi j'ai une autre question à te poser en rebond, c'est à partir de quel moment on sait si on peut se lancer ou pas dans un sujet d'IA générative? C'est quoi les prérequis, le point de démarrage?
Alors, effectivement, la première question à se poser pour une société, une PME ETI qui voudrait, se lancer, sur de l'IA générative, la première question qu'elle doit se poser, c'est: «Est-ce que j'ai des cas d'usage qui font appel à de l'IA générative?» Parce qu'effectivement, on voit aussi des clients qui arrivent régulièrement en disant, «Je veux mettre de l'IA, j'ai ce problème-là», et en fait, ça peut être adressé, avec d'autres solutions techniques aujourd'hui qu'on maîtrise très bien, comme de la BI ou autre, et donc il y a pas forcément besoin de mettre de l'IA générative partout. Donc la première question, c'est: est-ce que j'ai des cas d'usage et qu'est-ce que va m'apporter, en termes de performance, de précision, de gain en précision, d'optimisation, de process? Qu'est-ce que va m'apporter cette solution d'IA générative que j'envisage? Donc ça, c'est la première question. Ouais. La deuxième chose qu'une société devrait se poser, la deuxième question, c'est, est-ce que je suis mature d'un point de vue, IA et data? Donc ça, c'est effectivement une question, récurrente, que devraient se poser toutes les entreprises qui envisagent de passer sur l'IA générative. C'est: est-ce que, je suis prêt à pouvoir accueillir ce type de solution? Et enfin, le troisième point, c'est évidemment, est-ce que j'ai les ressources? Je l'ai déjà évoqué. Est-ce que j'ai les ressources en interne, ou est-ce que j'ai identifié des partenaires qui peuvent m'accompagner sur ces problématiques-là? Intéressant. Alors, je voulais rebondir sur le premier point. Là, tu parlais un peu du ROI, des cas d'usage. Ça me met en lumière un exemple. J'ai une amie hein, du CJD. Vous savez que je suis impliqué dans une association de chefs d'entreprise qui s'appelle le CJD, qui souhaite lancer un cas d'usage de l'IA générative. Et je l'ai fait se poser la question sur le coût de sa ressource, des ressources humaines qui travaillent sur ces problématiques, même si c'est à faible valeur ajoutée, et qu'elle le compare avec la mise en place d'un tel outil ou d'une telle technologie pour voir si réellement c'est intéressant qu'elle fasse bouger les choses. Alors certes, elle va faire évoluer les ressources et les faire bosser sur autre chose, etc. Mais de l'autre côté, il y a un coût à maintenir, une techno, il y a des choses à faire. Donc c'est intéressant de regarder, ok, on dit on va gagner un demi-ETP par semaine, mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça coûte dans le temps? Concrètement, comment on fait pour maintenir ça? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de qualité, de proximité avec ses interlocuteurs, avec une IA? Et ça, c'est aussi des questions à considérer quand on réfléchit à ça. C'est vrai. Camille, je voulais rebondir sur ce sujet. On fait des diagnostics, nous, régulièrement chez nos clients, les diagnostics data IA. Concrètement, ce sujet de maturité, comment on l'aborde dans le cadre des diagnostics? On va le dire et le redire, hein, Luc l'a mentionné, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Donc oui, là, les entreprises ont beaucoup de questions, mais le point de départ, ça va être, les cas d'usage. Quels sont les besoins, les problématiques auxquelles on veut répondre? Et nous, en face, on va aider ces entreprises, en les orientant vers les bonnes technos, les bonnes technos, les bons outils à déployer pour répondre à leur cas d'usage. Alors soit c'est de l'IA, soit c'est pas de l'IA, mais on va adapter ça à vraiment leur métier, leurs besoins, leurs problématiques et ce qui est déjà en place aussi. Est-ce qu'on a les socles nécessaires pour avancer? Donc on va y aller étape par étape. Très bien, donc vous êtes assez raccord là-dessus, ça me rassure. Question maintenant, peut-être on rentre un peu plus dans le concret. Si on parle de cas d'usage, là peut-être que nos auditeurs se posent la question de quoi on parle quand on parle de cas d'usage. Est-ce que vous avez des choses concrètes que vous pourriez nous partager? Alors peut-être Luc, je te pose la question, puis Camille, tu pourras rebondir. Alors bon, il y a évidemment, on va pas rentrer encore dans les cas d'usage, maintes fois usités que sont, des chatbots, même si ça reste des solutions qui permettent de faire des gains, non négligeables Alors sur la partie. tu peux expliquer Alors le chatbot? un chatbot, en fait, c'est tout simplement, une interface qui va permettre à un utilisateur de poser des questions sur une problématique particulière. Un chatbot, c'est, l'équivalent de ce que vous avez dans une interface de ChatGPT entre guillemets, sauf qu'en général, c'est plus petit, ça apparaît en bas à droite dans votre, navigateur, et ça vient vous aider, vous interpeller pour éventuellement répondre à vos questions particulières. Donc c'est très usité sur les sites de e-commerce, par exemple, pour vous accompagner dans votre démarche de sélection d'un produit. Vous avez une pseudo-intelligence artificielle. Alors, tous les bots qu'on voit, tous les chatbots que l'on voit dans ces sites e-commerce sont pas forcément tous basés sur l'IA générative, hein. Il y a beaucoup de systèmes qui n'utilisent pas encore l'IA générative. Les plus performants aujourd'hui s'appuient sur l'IA Alors, c'est quoi la différence? Parce que moi, c'est une Alors, question qu'on peut se poser. Il y avait des chatbots avant avant, l'IA exactement. générative et il y en a après l'IA Ouais. générative. C'est quoi les grosses Alors, différences? la grosse différence, c'est que, on le voit pas forcément. Enfin, si, on le revoit souvent, et d'ailleurs, c'est très frustrant sur ces anciens chatbots, qui étaient, initialement installés, enfin, qu'on voit déjà depuis, 2015 à peu près. C'est des chatbots qui sont basés sur, des circuits qui sont déjà préétablis,
où le bot est entraîné pour vous poser un certain nombre de questions et a déjà des réponses pré-remplies. Et en fait, si vous posez une question qui ne correspond pas à ce que lui a dans son scénario, bah, tout simplement, il va vous dire ah, ben, on va essayer de contacter quelqu'un au service support. En général, il n'y a jamais personne de disponible. Et donc, on vous dit on vous répondra par email dans les 24 heures. Et donc, en fait, toute la partie interactivité et rapidité de la réponse est perdue parce que en fait, vous collez pas avec le scénario classique. Dans le cas d'une IA générative, la différence, c'est qu'elle a beaucoup plus de latitude, c'est-à-dire elle va être cadrée évidemment pour répondre sur le domaine auquel on souhaite qu'elle réponde. Pour autant, elle va être capable de prendre beaucoup plus de cas particuliers en charge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définie pour répondre à une, deux, trois ou quatre ou cinq questions particulières. Elle peut adresser toutes les questions sur la base d'un référentiel qu'on va lui donner. Et on va lui dire, écoute, tu vas devoir répondre à des utilisateurs qui viennent poser des questions sur mes produits. La liste de mes produits, c'est tout mon catalogue et je vais lui donner à manger. Alors là-dessus, il n'y a pas de problème de sécurité des données puisque votre catalogue produit, il est accessible en ligne. Donc il n'y a pas de... Sur cette Donc c'est quoi? partie-là, On peut lui donner des on PDF? va lui donner des PDF, on va créer une base de connaissances en fait. Et on va lui dire, ben écoute, appuie-toi sur cette base de connaissances pour répondre. Très bien. Camille, alors je sais pas, Donc c'est les chatbots, donc ça c'est des cas très usités. Il y a des cas aussi très connus de génération de contenu. L'IA générative, elle est faite pour ça, elle est faite pour générer quelque chose. Et donc bah, la génération de contenu, c'est quelque chose de très prégnant, notamment dans les services marketing, où on va avoir besoin de générer du contenu pour alimenter un site web ou alimenter bah, tout simplement un service d'information. Donc ça, c'est très usité. Mais je vais plutôt m'attaquer à deux cas particuliers de clients qu'on a actuellement chez nous, qui sont avec des projets particulièrement intéressants. On accompagne un centre de formation, par exemple, qui cherche à faire de l'évaluation et de la certification de personnes sur des contextes particuliers, notamment en langue. Et donc, aujourd'hui, on a accompagné cette société sur la réalisation d'un POC et qu'on espère pouvoir ensuite travailler sur la finalisation du produit. Mais aujourd'hui, on a pu mettre en place avec eux un outil qui va être capable de faire de l'évaluation conversationnelle orale, c'est-à-dire qu'on a un chatbot qui va tout simplement discuter avec un candidat et pour pouvoir évaluer son niveau en langue. Donc là, on balaye quasiment toutes les compétences des chatbots et de l'intelligence artificielle générative. Donc on va utiliser du speech to text pour transformer les réponses du candidat en texte pour qu'elles soient analysées par une intelligence artificielle générative. Puis ensuite, l'intelligence artificielle va répondre sous forme textuelle. Ce texte va être retransformé via du text-to-speech. Donc là encore, c'est des technologies qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir avoir un débit vocal qui soit cohérent et qui reste intéressant pour une interaction avec une intelligence artificielle. Et puis après, il y a encore aussi toute la partie évaluation du niveau de la personne. Et là aussi, c'est un modèle d'intelligence artificielle qu'on a spécialement configuré pour faire de l'évaluation de performance des candidats. On a aussi... Je peux peut-être Ouais. rebondir sur ce cas d'usage, parce que je connais bien aussi le client. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il l'a fait. Parce qu'on s'intéresse, là on parle beaucoup de la techno, mais il y a aussi de l'humain derrière et puis de la vie d'une entreprise et sa pérennité. Le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est très engagé côté RSE, c'est une société à mission, donc il y a des vraies valeurs humaines dans l'entreprise, mais le marché impacté par l'IA évolue très vite sur ces sujets de formation et de traduction, parce qu'il fait aussi de la traduction. Et donc lui, son chiffre d'affaires a été directement impacté. Depuis les dernières, il a divisé son chiffre d'affaires par 2. Donc il l'a considéré comme essentiel de se lancer dans ces sujets-là pour être plus compétitif et arriver à dégager de la valeur sur d'autres sujets, donc concentrer ses formateurs sur d'autres sujets à plus forte valeur ajoutée, également sur la traduction, et de s'appuyer sur l'IA pour être plus compétitif. Et donc là, il a monté un GIE avec une autre entreprise pour pouvoir lancer cette solution. Donc c'est intéressant même dans le modèle d'entreprise et la réflexion même de gens qui se disent, bon, moi l'IA, c'est loin, etc. Aujourd'hui, beaucoup y vont parce que leur marché bouge très vite et qu'en fait ils se retrouvent avec des nouveaux modèles concurrentiels qui n'ont pas cette partie humaine mais qui font que le côté IA où ils disent en ligne tu peux faire tes trades etc et puis diviser le prix par 4 parce que ça va très vite etc. Donc lui il a ce côté humain, il faut qu'il maintienne sa boîte, il faut qu'il ait sa pérennité tout en utilisant des outils qu'il met à disposition de ses collaborateurs pour être plus efficace et pour pouvoir développer
une plus forte valeur ajoutée sur le reste des services qu'ils vont apporter aux candidats, pour le coup. Exactement, mais c'est le cœur de l'utilisation de ces outils d'IA générative en fait, hein. C'est de pouvoir prendre en charge des parties qui sont peut-être répétitives ou pour lesquelles il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, Mm. pour pouvoir justement dégager du temps et concentrer les performances des collaborateurs sur des vraies tâches à valeur ajoutée. Ouais. Camille, tu veux peut-être rebondir sur d'autres cas d'usage que tu as pu voir dans le cadre des échanges qu'on a Alors avec déjà, ce qui ressort de l'observatoire, c'est qu'il y a 3 usages principaux de l'intelligence artificielle en général. C'est l'optimisation de la performance opérationnelle. Donc qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met, bah, toutes les petites tâches chronophages du quotidien qui pourraient être faites, par, de l'IA générative. Il y a, la possibilité de développer de nouveaux services. C'est un petit peu le cas là du centre de formation. Enfin, c'est quelque chose qu'ils proposent déjà, mais c'est changement d'échelle et de business model. Et il y a tout ce qui est prévoir et prédire. Donc là, on sort de l'IA générative, mais ça reste de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'observatoire. C'est plutôt raccord avec ce qu'on voit sur le terrain dans les entreprises, parce que oui, tous les premiers sujets qui sont abordés, c'est effectivement ces tâches chronophages du quotidien qui viennent polluer, en fait, et qui n'ont pas de valeur ajoutée, et qui viennent donc polluer le travail des collaborateurs. Alors, je vais me permettre un autre exemple, parce que du coup, je pense à un client qui est dans le BTP, parce qu'on dit que le BTP, c'est un secteur c'est compliqué en ce moment, c'est tendu, c'est en crise. Et lui, il cherche justement des moyens d'optimiser la performance de ses activités et de se concentrer sur là, il va pouvoir dégager de la valeur et de la marge. Et ils ont un sujet dans le bâtiment, et ça touche beaucoup de secteurs d'activité, c'est le chiffrage. C'est-à-dire Oui. qu'ils ont beaucoup de demandes entrantes, ils ont des personnes qui sont déléguées à ce chiffrage, qui ne font que ça. C'est souvent des goulots étranglements selon le nombre de personnes qu'on peut avoir en face. Et aujourd'hui, il a dit, bah voilà, moi je reçois des cahiers des charges qui sont assez lourds. J'aimerais mettre en place un outil qui va me permettre de traiter ces cahiers des charges et faire des réponses quasi automatisées à l'aide de l'IA. Et ça, c'est un autre cas d'usage sur lequel on travaille et qui arrive de manière assez récurrente, hein, parce que Oui. c'est vrai que ce sujet de chiffrage, Ouais, tout ce qui est traitement en fait de gros volumes de données, de documents qui sont sur des supports ou dans des formats divers et variés aussi, ça c'est un sujet effectivement, là c'est pour le chiffrage, mais voilà, il y a plein d'autres cas possibles. Donc ça oui, c'est un cas récurrent chez presque tous nos clients. ouais. Oui, tous les cas de réponse à appel d'offres, réalisation de devis, assistance en fait, hein. Mm. Encore une fois, on parle bien d'assistance, hein. Il ne s'agit pas Oui, de sortir l'humain de la boucle, ou de décider à la place de de l'humain. décider à la place de l'humain. C'est de l'accompagnement. Moi, j'ai fait de l'aide à la prise de décision pendant plus de 10 ans. On ne se passe jamais de l'humain. Il y a toujours un humain derrière pour valider, vérifier. Mm. Euh, On en parlait déjà quand on met en place des reporting. À un Bien sûr. moment donné, c'est pareil. Le reporting, il n'est pas là pour décider à la place de l'humain, mais c'est une aide à la décision. Mais il faut que ça reste un outil d'aide. Ouais, complètement. Alors, merci pour ces compléments. Et du coup, je voulais rebondir sur parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas défloré, entre guillemets, il y a plein d'entreprises qui se disent, OK, j'aimerais bien y aller, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par quelle boule prendre, qui consulter au démarrage, parce qu'en ce moment, tout le monde fait de l'IA générative, hein, ça y est. On n'a que des Oui, il y a spécialistes, plein des d'experts qui experts en le IA font autour, hein. générative, alors que ça fait 2 ans que ça a réellement, c'est sorti du bois, mais tout le monde est expert. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui a lancé un programme d'accompagnement, Mhm. c'est IA Booster France 2030, qui permet justement de débloquer des budgets pour les entreprises qui souhaitent se lancer, donc plutôt des PME. Hein. Alors, pour être éligible, il faut avoir jusqu'à 2000 collaborateurs, donc il y a quand même de la place, hein, PME, ETI. Donc, intéressant avec la BPI. Pourquoi démarrer un accompagnement avec Aujourd'hui, typiquement, moi j'ai des chefs d'entreprise qui me disent, bon, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas si ce sujet de diagnostic, ça vaut le coup, je ne sais pas si... Pourquoi démarrer dans un fonctionnement avec ce diagnostic data IA avec la BPI? Alors, Camille. bah, du coup, on a des entreprises qui se posent plein de questions parce qu'elles savent qu'elles ont des gros volumes de données, elles savent qu'elles pourraient les exploiter, elles ne savent pas comment. Elles voient qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'IA, donc plein de questions se posent à elles. Donc déjà, c'est un diagnostic data et IA qui permet de poser les choses à plat et d'y voir plus clair. Quel est votre potentiel? Où est-ce que vous voulez aller? On le dit, on le redit, hein, on va aider à lister tous les cas d'usage, donc tous les besoins, les problématiques que rencontre l'entreprise et les collaborateurs dans l'entreprise pour les prioriser et ensuite pouvoir mettre en face les bonnes technos, les bons outils pour pouvoir adresser ces cas d'usage et faire accélérer, aider l'entreprise à accélérer dans son activité. Oui, et puis c'est vrai que comme on a dans les freins, alors dans l'observatoire, on relève souvent les freins pour les COMEX ou les comités de direction des entreprises pour se lancer dans ces sujets-là. Ça va être
l'argent, toujours pareil, hein, surtout quand on est dans une PME, ben, on priorise les sujets très opérationnels. Des fois, rentrer sur ces sujets-là, c'est quand même c'est de la R&D ou c'est de l'innovation en tout cas. Donc l'argent, ça peut être un frein. Deuxième sujet, c'est le niveau de connaissance. Bah, quand on est faiblement acculturé, et ça, tu auras peut-être des choses à nous partager sur ce qu'on apprend sur la culture dans les entreprises sur ces sujets-là, bah, forcément, ce qu'on ne connaît pas, on a du mal à y aller. Et puis le temps qu'on peut y consacrer. Donc ce qui est intéressant avec cette démarche avec la BPI, c'est que le côté argent, déjà, ben, eux, ils donnent des subventions pour permettre d'accompagner à la fois cette partie réflexion, et ça c'est important. Moi j'ai tendance à ramener tous mes interlocuteurs qui me parlent des choses très opérationnelles sur posez-vous, est-ce que ça c'est vraiment le sujet pour votre boîte pour dans 3 ans? Est-ce que c'est vraiment avec ça que vous allez générer de la valeur? Donc posons-nous. Parlons avec tous les métiers et voyons ce qui sera générateur de valeur pour l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant pour un comité de direction. Deuxième chose, bah, on a un parcours, c'est-à-dire qu'avec la BPI, on a quand même la chance d'être accompagné par un organisme semi-public qui va avoir tout un parcours de sensibilisation en amont. Au-delà du Diag Data, il y a des formations et des choses comme ça, des contenus qui sont partagés. Et puis, si on veut mettre en place un cas d'usage d'IA générative, on a aussi la possibilité de cofinancer un POC. Il y a des suites possibles parce qu'ils ont également des subventions à apporter à ça. Et ça, on a un contenu qui permet de mieux présenter ce diagnostic. Donc ça, je n'en parlerai pas plus pendant cet échange. Si je peux rebondir, Vas-y, vas-y. Donc oui, plusieurs choses là dans ce que tu as dit et que j'ai pas mentionné moi. Oui, le Diag Data et IA, c'est aussi l'opportunité d'embarquer les métiers dans les projets data, de les sensibiliser. On fait de la sensibilisation aussi quand on voit qu'il y a un besoin sur certains sujets, on adapte. Mais voilà, on commence à les sensibiliser à ces sujets data et IA, donc, et les équipes. Donc ça, c'est vraiment un premier point pour embarquer les équipes, les sensibiliser. Et autre chose aussi dans les freins que tu n'as pas mentionné, il y a un frein important qui ressort cette année, c'est la qualité des données. Ça, c'est un sujet chez toutes les entreprises, qu'elles soient toutes petites ou très grosses. Et c'est aussi important pour faire de l'IA générative, parce que l'IA générative va se nourrir de données. Si ces données sont de mauvaise qualité, on aura des résultats qui ne seront pas à la Garbage hauteur. in, garbage out. Exactement. Ouais. Très clair. Alors justement, bah, je reviens sur ce sujet de sensibilisation. Aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des personnes qui souhaitent se former sur ces sujets? Enfin, c'est quoi les sujets quand on parle formation, Camille, peut-être comme c'est toi qui es en charge de la formation? De quoi on parle concrètement et quelles sont les attentes? Alors déjà, ce qui ressort dans l'observatoire, c'est qu'aujourd'hui, on a un collaborateur dans l'entreprise sur 2 qui n'est pas ou très peu sensibilisé à la data et l'IA. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est plus à prouver. On a besoin d'embarquer nos collaborateurs sur ces sujets-là pour faire en sorte d'aller le plus loin possible et qu'ils soient successful. J'ai plus le mot en français. Voilà. Que ce soit une réussite. Voilà, merci. Que ça soit une réussite pour l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Et donc, il y a vraiment du temps à passer sur ce qu'on appelle la culture data et IA. Donc, sensibiliser les collaborateurs, d'abord au sens large. Qu'est-ce que la data? Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces choses-là? Et puis après, de façon plus précise, identifier les collaborateurs qu'on a besoin de former peut-être de façon plus spécifique sur certains sujets ou sur d'autres, sur des outils en particulier, etc. Ok. Concrètement, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pousses, toi, en termes d'accompagnement sur ces sujets de formation? Alors, si on se concentre sur l'IA, qui est le sujet du jour, c'est d'abord des sensibilisations générales, donc peut-être plus par le biais de conférences, voilà, qui peuvent être aussi interactives, mais sensibiliser vraiment à qu'est-ce que l'IA, de quoi on parle, parce qu'on a des clients aussi qui viennent nous voir en disant ah, je veux faire de l'IA, et quand on creuse sur les besoins, en fait, c'est pas du tout de l'IA, c'est de la data standard comme on peut en faire depuis Ça, c'est des années. intéressant ce sujet parce qu'on est vraiment dans de la culturation et souvent, c'est nos interlocuteurs qui même ont besoin de nous pour embarquer le COMEX parce que souvent, il y a ce côté méconnaissance. Donc, je ne décide pas ou je décide autre chose parce que je ne sais pas. Et quelque part, j'ai des mythes, enfin des choses, comme on dit, des limitants. Alors, je ne sais plus comment on dit, des croyances limitantes. Oui. Et du coup, de faire ces phases de sensibilisation, de formation et d'embarquer les membres du CODIR ou du COMEX dans ces sujets-là, ça permet aussi plus tard de décider en conscience et donc de faire des choix et d'avoir des vrais sponsors qui sont un peu plus matures sur le sujet. Et ça, moi, c'est marrant parce que j'ai même des clients qui me demandent régulièrement, qui rentrent par un sujet très opérationnel et qui disent, bon, au final, ça serait bien que tu nous accompagnes en amont sur cette phase de sensibilisation parce qu'il nous manque ce niveau minimum requis
pour ensuite passer au alors il y a les membres du COMEX et puis il y a les métiers qu'on veut embarquer. Enfin voilà, c'est comment Donc je vais aller ouais, embarquer 1 les différentes sensibilisation parties prenantes. générale et 2 ce qui est très important aujourd'hui sur l'IA générative, c'est la capacité à prompter. Donc Luc, peut-être tu nous en diras plus, là-dessus. On va Mais on a promptiner. vrai c'est ça. On a vraiment aujourd'hui, c'est une compétence qui doit être, généralisée dans l'entreprise, savoir parler correctement à une IA générative. Tu veux peut-être Oui, développer oui, là-dessus? oui. Bah, le prompting, effectivement, comme tu le dis, Camille, la méthodologie pour interroger correctement et obtenir des réponses performantes, précises à une question particulière qu'on va poser à une IA. On peut naïvement tester en posant des questions et vous allez rapidement vous apercevoir que si vous voulez, vous avez quelque chose en tête, mais si vous l'exprimez pas correctement, bah, l'IA va répondre en fonction de ce que vous aurez saisi comme information, donc c'est ce qu'on appelle le prompt. Et du coup, vous allez être déçu parce que ça ne correspondra pas à ce que vous voulez en termes de réponse ou à ce que vous attendez en termes de réponse. Et donc, on peut travailler à affiner, mais en fait, c'est une technique et une méthodologie qui s'apprend. Comment interroger correctement, comment poser correctement les questions. Alors, on a de la chance parce que les modèles de langage qui sont utilisés évoluent très rapidement. Ils sont de plus en plus, entre guillemets, intelligents et bon, je ne vais pas détailler là-dessus parce que je pourrais passer des heures à vous parler de l'intelligence artificielle. Mais pour autant, il faut vraiment considérer que c'est très bête, une intelligence artificielle, et donc on a besoin de lui donner énormément de détails pour arriver à obtenir la réponse précise, particulière. Et pour éviter de perdre du temps, ben, ça s'apprend et on apprend à faire des prompts corrects. Les modèles sont de plus en plus intelligents, donc ils ont cette capacité à corriger en fait ce qu'on attend pour pouvoir vraiment répondre. Ils sont capables de deviner en fait ce qu'on cherche. C'est ce que font déjà les moteurs de recherche aujourd'hui. Ouais. Quand vous tapez une recherche dans Google, Google se contente pas de chercher les mots-clés. Il est capable d'anticiper ce que vous voulez réellement. Les larges langages modèles, donc les modèles de langage qui sont utilisés aujourd'hui dans les IA génératives, sont capables de faire ça très bien et donc elles sont capables d'anticiper. Mais par exemple, on le voit très bien quand on teste des modèles d'IA génératifs pour faire de la génération d'images. Si vous précisez pas correctement votre prompt, ben vous allez avoir une image qui correspond pas du tout à ce que vous attendez. Et donc, même si sur la partie textuelle, hein, donc quand vous interrogez de point de vue textuel une IA pour avoir du texte, elles sont capables de comprendre relativement bien ce que vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, sur les modèles d'IA générative pour de la génération d'images, c'est encore très délicat. Et donc, on a besoin encore de ces compétences de prompting. Mais c'est des compétences qui sont pas spécialement liées à un environnement professionnel. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde utilise de l'IA générative, plus ou moins. Je dis tout le monde, je généralise peut-être un peu, mais tout le monde a utilisé peut-être déjà au moins une fois ChatGPT pour avoir une recette de sauce tomate ou quoi que ce soit. Et donc, ben, c'est des compétences que vous allez usiter en dehors de votre univers Mmh. professionnel et c'est donc quelque chose que vous devriez apprendre à maîtriser, ne serait-ce que pour d'un point de vue personnel. Très clair. Du coup, là, on a fait pas mal le tour de pas mal de sujets autour de la mise en œuvre des IA génératives, de la formation, de la sensibilisation. Maintenant, on va peut-être parler du côté impact, les risques et l'impact de ces IA génératives. Luc, tu peux peut-être nous partager tes quelques enseignements sur le sujet? Oui. Alors, bah, les risques, ils sont souvent étroitement liés aux freins. On en a parlé en tout début Mmh. de cette interview. L'un des freins les plus importants, c'est la sécurité des données. Et c'est effectivement, il y a un frein là-dessus parce que ça constitue un vrai risque pour les entreprises. Donc, exploiter ces données, les mettre à disposition d'un modèle, bah, ça nécessite de pouvoir appréhender ce qui va être fait exactement de ces données, où est-ce qu'elles vont aller, est-ce qu'elles vont être réutilisées derrière dans des jeux d'apprentissage et donc potentiellement être exposées au public. Donc ça, c'est des choses que évidemment les entreprises ne veulent pas. Et donc il y a toutes ces problématiques-là liées à cette particularité. Il y a aussi tous les risques liés qui sont inhérents, alors là pour le coup, à cette technologie que sont les IA génératives. C'est tout simplement les hallucinations et les biais. Alors ça, c'est des termes qui sont des mots communs et qu'on a tendance à pouvoir utiliser dans un langage classique, mais il faut les rattacher à l'univers de l'IA. Une hallucination dans l'univers des IA génératives, c'est la création d'une réponse, d'un contenu qui est complètement farfelu, qui ne s'accroche à aucune réalité. Et donc, typiquement, on pourrait avoir une IA générative qui se met à vous expliquer que le soleil, il est pas, on le voit pas jaune ni rouge, en fait, il est bleu. Et elle va vous sortir ça avec un aplomb et elle va être capable de discuter là-dessus.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Il y a un autre type donc de problème récurrent qui vient avec. Alors ça se traite, hein, on est capable de gérer ça, mais il faut être conscient en fait de ses limites et parce que c'est des risques en fait qui vont survenir à un moment donné dans l'exploitation d'un modèle d'IA générative. L'autre risque, c'est le biais. Le biais, en fait, une IA générative, il faut bien comprendre qu'elle a été entraînée sur des documents, des milliers, des centaines de milliers de documents, des gigaoctets de documents. Typiquement GPT-3, donc qui est le modèle, qui est le premier modèle qui a été mis à disposition au travers de ChatGPT. ChatGPT, il faut pas oublier que c'est juste une interface en fait, hein. Derrière, il y a des modèles qui sont utilisés, des modèles d'intelligence artificielle. GPT-3 en est un. C'est 570 gigas de documents qui ont été nécessaires pour son entraînement. Et donc, au travers de cet entraînement, en fait, on lui a donné un vaste choix de contenu pour pouvoir apprendre à comprendre le langage et la façon dont les humains interagissent entre eux par le langage. Et donc, ça nécessite toutes ces données-là. Pour autant, quand on va vouloir tuner un modèle pour qu'il réponde précisément, par exemple, sur votre catalogue de produits ou autre, vous allez lui donner un certain nombre de choses, et donc vous allez restreindre sa capacité à généraliser ou à étendre, et en ce faisant, en fait, vous pouvez créer des biais. Il y a des cas très classiques, par exemple. Ça a été le cas, par exemple, d'un modèle qui a été entraîné chez Amazon pour faire de la sélection de CV, en fait, pour les réponses sur des postes, des candidatures. Ils ont dit on va accompagner nos RH avec un modèle qui va présélectionner, par exemple. Et en fait, chez Amazon, la problématique, c'est que il y a énormément de travail enfin de postes qui sont adressés essentiellement par des hommes. Et donc, dans la base de connaissances qu'on a donnée à cette IA générative, on lui a donné énormément de CV de personnes qui avaient été recrutées, qui étaient des hommes. Et donc, naturellement, l'IA, elle a dit, bah, OK, les femmes, elles sont pas faites pour travailler chez Amazon. Et donc, bah, il a tout simplement discriminé en évacuant toutes ces problématiques-là. Ça, c'est un biais. Et ça s'adresse, il faut savoir comment fonctionnent les Oui, IA. c'est un biais éthique en plus. C'est C'est-à-dire que là, c'est un vrai clairement, impact. ouais, clairement. Oh, mais c'est pas forcément ni conscient ni volontaire. Non, 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 bien mais sûr, par contre, non, l'impact, mais c'est la perception de l'extérieur c'est et ça, puis tout à l'impact que fait. ça a sur les choix qu'on C'est peut là où faire il y qui a sont la très. Ouais. sensibilisation est C'est ça, importante c'est sur la les nécessité de comprendre en fait comment fonctionne. C'est Mm. pour ça que toute la partie acculturation et compréhension du mode de fonctionnement de ces IA génératives est très très importante dans les entreprises. Faut pas se lancer au hasard, faut être capable de comprendre les personnes qui vont être amenées à utiliser ces outils doivent savoir comment ça fonctionne. Sans rentrer dans les détails, on va pas aller parler de framework, de transformer et Ouais, autres, ouais. mais on a besoin d'avoir une compréhension générale de leur mode de fonctionnement Mm. pour pouvoir anticiper les risques liés à leur fonctionnement. Ok, très clair. Je vois que le temps tourne et là, on va arriver au bout de notre échange. On a abordé deux aspects des risques ou des impacts possibles. Il y a bien entendu aussi l'impact environnemental, puisque c'est une technologie qui consomme beaucoup d'énergie. Parce que là, aujourd'hui, quand vous allez sur Google, vous faites une recherche, bah, au final, ça vous sort des choix. Et puis là, il y a beaucoup plus de données qui sont consommées, il y a un calcul qui est plus important. Donc, ça consomme, ça consomme. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'IA générative, on fait pas tout avec l'IA générative, et ça, il faut en avoir conscience. C'est ce qu'on fait dans le cadre des diagnostics dont on parlait tout à l'heure, dans le cadre de la BPI, c'est-à-dire que c'est pas tout de regarder les cas d'usage avec un prisme impact, performance pour l'entreprise, innovation, etc., qui est très orienté économique. Il y a aussi avoir la conscience de, concrètement, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce qu'il y a du ROI? Est-ce que l'impact est-ce que ça en vaut la chandelle quelque part de mettre ça en œuvre pour répondre aux questions que vous avez? Et quelquefois, de mettre en place un bon tableau de bord avec les bons indicateurs peut suffire, ou de mettre un modèle statistique sans forcément partir sur une IA, etc. Ça peut suffire. L'IA générative génère. Donc c'est intéressant pour tous ces sujets de création, de développement de contenu, d'interaction. Et il faut le limiter à ça, mais toujours avoir en tête, ok, pas à tout prix, et il ne faut pas absolument mettre en place de l'IA générative de partout pour tous les Ouais, sujets. tu l'évoquais au début, c'est se poser la question de qu'est-ce que vraiment je vais y gagner à mettre en place, quel temps. Alors souvent là, les premiers sujets, c'est sur du gain de temps, hein, sur des tâches chronophages, on l'a dit, et c'est vraiment voilà, se poser, réfléchir à ok, concrètement, ça va me faire gagner combien de temps? Est-ce que mettre en place déjà, je vais vraiment y gagner? Tu parlais de la maintenance derrière, etc. Donc se poser effectivement cette première question. Tout à fait. Je vais vous proposer alors peut-être une dernière question avant de finaliser, mais on a parlé des risques, etc. Est-ce qu'il y a des normes qui existent aujourd'hui sur ces IA?
Il y a des choses qui sont sorties, donc Oui, oui, oui. ouais. Bah, alors, effectivement, peut-être les auditeurs qui suivent un peu l'actualité de l'IA sont déjà au courant, mais en août 2024, donc c'est très récent, l'Union européenne s'est dotée d'un texte qui s'appelle l'IA Act, qui permet de réglementer en fait toute la partie utilisation de ces outils basés sur de l'IA et de l'IA générative. Donc c'est l'IA au sens général, mais ça comprend évidemment les IA génératives. Et donc, effectivement, on peut s'appuyer sur ce cadre réglementaire qui donne un ensemble de bonnes pratiques pour pouvoir utiliser l'IA de manière éthique et responsable. Et dans responsable, effectivement, je rejoins les propos que tu tenais à l'instant, à savoir, effectivement, c'est une technologie qui est extrêmement énergivore. On s'en rend pas compte en fait quand on utilise ChatGPT juste derrière son écran, c'est dans un navigateur, on se dit bah c'est comme interroger Google ou consulter un site web. Non, en fait derrière il y a un moteur qui est, un modèle qui est alimenté et pour tourner ce modèle-là, ces modèles qui sont entre guillemets très intelligents nécessitent des capacités de mémoire et de processeurs qui sont particulièrement importantes. Et donc, il faut en être conscient. C'est pas anodin d'utiliser une IA générative, et donc il faut que ça en vaille la chandelle. Voilà. Mmh. Et puis, il y a, ça, on est juste sur la partie utilisation, mais il faut bien comprendre aussi que ces modèles-là, pour être opérationnels aujourd'hui, ils ont été entraînés, et comme je le disais, c'est sur des volumes énormes. Typiquement, en fait, le GPT-3, donc je vais reprendre ce modèle-là, c'est plus de 6 millions d'euros, de dollars, pardon, de coûts de fonctionnement que ça a généré. Et dans ces 6 millions, il y a effectivement toutes les consommations électriques, la création, l'utilisation du hardware, donc des cartes graphiques qui sont utilisées, des processeurs, toute cette partie-là, elle rentre en ligne de compte et c'est de la ressource. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous les deux, c'était très clair, c'était très riche. Merci pour cet échange qu'on pourra terminer autour d'un vrai apéro, je l'espère. C'est pas un vrai apéro. Bah, il manquait un petit peu des éléments. En tout cas, merci à tous les deux. J'en profite pour vous remercier également pour votre écoute active. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, les petits pouces, ça nous fait du bien, de le transférer à vos collègues, à vos connaissances qui pourraient être intéressés par le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, comme ça on pourra y répondre, ou sur le post LinkedIn qu'on fera prochainement. Et bien entendu, si vous avez des sujets à nous partager autour de l'IA et de la data, n'hésitez pas à nous demander des sujets qu'on pourrait partager avec vous et sur lesquels on pourrait inviter soit des clients, soit des experts de datasulting. Dans tous les cas, notre métier à nous, c'est d'accompagner les PME et les ETI pour relever ces enjeux d'exploitation des données et de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une problématique que vous souhaitez poser sur la table. On y répondra avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt et bonne journée, puis bon apéro si vous êtes avant le repas.